ça va? Ben oui, toi. Oui. Alors, on est de retour pour un enregistrement aujourd'hui. Un Ouais. petit bout, mais on reprend nos activités. Yes! Ouais, on va espérer d'en faire d'autres bientôt, là. Donnez-nous de l'argent! Non, c'est vrai. Oui, donnez-nous de l'argent. Fait qu'aujourd'hui, c'est qui notre invité? On reçoit Laura Wilmot, qui est étudiante au doctorat en droit et qui fait partie de la chaire de recherche en diversité et en sécurité alimentaire. Salut, Laura. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui. Fait que c'est quoi un doctorat en droit d'abord? Tu fais-tu de la recherche ou c'est des cours? Je fais de la recherche, mais j'ai des cours obligatoires à faire ma première année. OK. Là, vu que ça fait 1 an, je suis vraiment là-dedans. Là. On a comme des cours de métaux, puis épistémologie du droit. Quand je dis ça aux gens, souvent, ça les excite pas. Il y a beaucoup de Ok. lettres dans le c'est qui sont faites dans OK, ce c'est quoi mot-là. ça? Je lis l'hiver prochain, fait que là, c'est sûr Ah, ok, que fait que tu c'est vas plus savoir dur l'hiver. de répondre. Mais ce que j'ai compris en lisant la description du cours en m'inscrivant, c'est vraiment de comprendre un peu tous les courants du droit, les pensées. Fait que ça me fait un petit peu penser à de la philo du droit. Oui, un c'est peu. ça. Ben, Ça semble justement, être, les courants de pensée, ouais. tu dis Exact. philo cégep, Ouais. Oh. mais là, c'est en droit. Ouais, pour essayer de comprendre justement comment tu orientes ta thèse, quelle façon du droit tu vas aborder. Est-ce que ça veut dire que, mettons, quand tu vas écrire ta thèse, il va falloir que tu te fies à un courant qui te correspond le plus, puis il faut pas que tu changes, ou tu peux comme les mixer? Je pense qu'on peut faire des mélanges. Parce que c'est compliqué, là. Ça, c'est vraiment une dissertation, puis la longueur d'une thèse, là. Fait que... Puis les thèses en droit sont les plus longues, on m'a dit. Ah, C'est pas vrai? vrai? Ouais. C'est ce qu'on m'a dit dans mon cours de métaux. Longue comment? Ben là, je sais pas, vous, c'est long comment, mais proche du 500 pages. Mais je pense que c'est qu'on a des notes de bas de page assez intenses. Ah, Moi, je pense que c'est 300 ça. pages. OK. Ouais. Mais honnêtement, en sciences, ben, pas que c'est mal vu, mais je pense que oui. Des notes de bas de page, ça se fait pas. Ah ouais, nous, c'est beaucoup. Là. Ah ouais? Mais c'est le fun parce que quand tu lis un article scientifique, tu l'ouvres, tu vois qu'il est 50 pages, mais tu sais que ça va se lire vite parce que la moitié, c'est des notes de bas de page. Ah ouais, nous, ouais. c'est des références, hein, Ouais. mais... Ouais. Mais en même temps, c'est pas gossant de comme tu lis, puis là, t'as une note de bas de page, il faut que t'ailles en bas. Ouais. Puis là, tu relis, puis il y a encore une note de bas de page. Moi, des fois, je lis le texte, puis à la fin, je vais voir les notes de bas de page. Ah ouais, ok. Ben Ok. oui, à un moment donné, tu sais, c'est quand il y en a 3000, Ouais. ça à un moment donné, c'est que la lecture est un peu Ouais. coupée. Sauf si ce que je viens de lire, je suis vraiment comme « Wow, mon Dieu, qui a dit ça? Là, je la regarde tout de suite, mais... OK. Puis pour faire un doctorat en droit, est-ce que tu fais une maîtrise aussi avant? Ouais. Puis c'est-tu de la recherche ou c'est des cours? Moi, j'ai fait une maîtrise de type cours où on Ok. avait un essai à écrire, mais il y a aussi des maîtrises recherche avec mémoire comme dans les autres domaines. OK. Parfait. Puis c'est quoi ton projet de recherche? Oui, donc il y a vraiment 3 composantes à mon projet de recherche. Fait que je vais essayer de le décortiquer un peu. Mais la composante principale, c'est la sécurité alimentaire durable. Donc, c'est vraiment le droit. Si on rattachait un domaine de droit, ce serait le droit à l'alimentation. J'ai aussi une composante un peu plus géographique. Moi, je suis venue circonscrire mon sujet de recherche en me concentrant sur une région en particulier. Mais là, je dis une région, mais je vais me contredire dans un instant. Je me concentre sur 4 régions. OK. Donc, c'est les 4 régions arctiques du Canada. OK. On a le Nunavut, on a aussi le Nunavik qui est ici au Québec, le Nord. Puis, on a aussi dans les territoires du Nord-Ouest, c'est une région que les Inuits ont désignée. Ils appellent ça la région Inuvialuit. Puis, il y a aussi Terre-Neuve et Labrador où on retrouve des peuples Inuits. Donc, c'est les 4 régions arctiques du Canada où il y a des peuples Inuits. Vous allez avoir compris. Je me concentre dans mon étude là-dessus, ce qui ajoute une composante de droit autochtone. Donc, ce Ouais. seraient les 2 domaines juridiques sur lesquels je me concentre. Puis, ben, pour rattacher tout ça au droit encore plus, je viens analyser une loi sous l'angle de la sécurité alimentaire. Puis, c'est une loi qui a été adoptée il y a 2 ans. Je peux vous dire le nom si vous voulez. C'est la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. OK. Donc, si on rattache ça tout ensemble, là, ces 3 aspects-là, je me concentre en fait à comprendre quel rôle est-ce que le droit, puis dans mon cas, cette loi-là en particulier, peut jouer sur la sécurité alimentaire durable des peuples inuits. OK. Puis c'est quoi la loi? En partie. La question. Ben, oui. non, mais on veut savoir Mhm. c'est quoi, ouais. Oui, parfait. C'est une loi qui a été adoptée il y a 2 ans par le gouvernement fédéral. On vit au Canada, il y a 2 paliers qui peuvent adopter des lois. On a le fédéral, le provincial. Mhm. Donc, moi, c'est vraiment au niveau du fédéral. Je vous ai nommé la loi. Cette loi-là, en fait, elle découle d'une loi internationale qui est
en droit international, c'est la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations unies. OK. Puis, vu que c'est un outil international, si le Canada veut que cette loi-là s'applique dans son pays, dans son droit interne, il doit l'adopter aussi. OK. C'est pour ça que moi, cette loi-là a été créée. OK. Je dis moi, elle n'a pas été créée pour que je fasse ma thèse là-dessus. Mais c'est pour ça que le gouvernement fédéral a dû aller adopter cette loi-là. En soi, si on regarde la loi, c'est une loi assez courte puisqu'elle reprend justement le cœur de la déclaration. Donc, ils n'avaient pas besoin d'inventer des nouvelles choses. Ils reprennent le cœur. Dans la loi, on retrouve un peu plus comment le Canada, lui, va venir la mettre en œuvre. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est d'aller regarder est-ce que cette loi-là, dans sa mise en œuvre, peut avoir un impact sur la sécurité alimentaire. OK. Fait au quotidien, ton doctorat, c'est quoi que tu fais? Tu lis, t'écris, tu vas dans le Nord, tu parles aux gens? Je pense que pour faire un doc en droit, oui, il faut lire énormément. Ouais. Ben, je dis en droit, je pense que dans tous les doctorats, c'est une, Ouais. c'est une composante importante Ouais. de lire. Oui. Mais surtout que là, tu sais, comme j'ai dit, j'ai 2 composantes. Donc là, je suis en train de faire ma revue de littérature pour mon premier examen de doctorat. Mais il faut que je lise un peu tout ce qui s'est fait en droit à l'alimentation, sécurité alimentaire. Mais aussi, pour rattacher tout ça à ma loi, pour rattacher ça au droit autochtone, ben de lire ce qui se fait dans ce domaine-là aussi. Fait que c'est énormément de lecture, en effet. Ouais, c'est ça, t'as 2 branches Mhm. tu sais, qui peuvent se complémenter. Fait qu'il faut que tu puisses lire chacun et faire des liens entre les deux. Exactement, parce Ouais. que c'est pas tous les articles qui regroupent les deux, là. Donc, C'est ça. ouais, c'est Parce que d'aller- sécurité alimentaire, justement, il y a sûrement de la littérature sur comme la sécurité alimentaire en général ou tu sais, au Québec, peu Ouais, pas importe, nécessairement sur mais les Autochtones. sur les tu sais, Autochtones, dans c'est une le autre Nord. chose. Puis on sent que c'est quand même d'actualité. Ben, Vraiment. évidemment, c'est d'actualité, mais dans le sens que, tu sais, on en parle beaucoup, que, tu sais, la sécurité alimentaire dans le Nord, c'est difficile. Fait que c'est sûr qu'en plus, il doit y avoir plein d'affaires qui sortent aussi au fur et à mesure que là, il faut que tu lises. Puis, as-tu l'impression justement de manquer de temps pour tout lire ou... Oui, absolument. Ouais. Les journées passent vite. Mais je pense aussi, moi, ce qui ajoute une composante à tout ça, c'est que la loi a été adoptée il y a 2 ans. Mhm. Fait que la déclaration, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus, mais cette loi-là, non. Sur la sécurité alimentaire, je dirais, il y a énormément de données. Il y a beaucoup d'études anthropologiques, sociologiques. On les connaît, les données. Puis c'est un peu ça, justement, que je trouve, moi, qui me motive dans mon projet. Les données sur l'insécurité alimentaire, on les connaît, c'est inquiétant. Mhm. Il faut agir là-dessus. Mais un angle juridique sur la question, il y en a quand même vraiment moins. Puis moi, OK. c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans mon doctorat. Tu m'as demandé si j'allais dans le Nord. C'est quelque chose que Ouais. je suis en train de planifier, mon premier Ouais. séjour. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est prévu que j'aille au Nunavik Wow. parce que, tu sais, il y a 4 régions. Comme j'ai dit, en ce moment, je regarde les 4, mais c'est sûr que ça se peut, je suis au début de mon doctorat, que j'ai éventuellement à circonscrire peut-être un peu sur un territoire plus précis. Donc là, j'ai décidé d'aller Nunavik au printemps prochain. Cool. Ouais, j'ai très hâte. Peux-tu nous parler un peu de la situation, l'état de la situation en ce moment chez les Autochtones, l'insécurité alimentaire? Ouais. Puis, en fait, le besoin d'avoir cette loi-là, Mhm. qu'est-ce qu'elle va changer, dans le fond? Mhm. Si c'est bien, si c'est pas bien, je sais pas. Parfait. Ouais. Ben, je pense que, de un, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Là. On a tous Ouais. besoin Mhm. de manger. Puis j'ai l'impression que depuis la pandémie, on est encore plus sensibilisé à ça au quotidien. Là. Je pense que tout le monde fait l'épicerie, puis on le voit, les prix. Mhm. Mais dans le Nord, puis au niveau des territoires inuits, dans le Grand Nord et tout, approximativement, le panier d'épicerie, il coûte 32 % plus cher. Fait que là, je vous ai amené vraiment des chiffres, là. Puis, encore une fois, ça va être des chiffres, moi, que je vais nommer au Nunavik. Donc Ouais. là, ça se pourrait que vous me dites, je suis allée au Nunavut, moi, il y a un mois, c'était pas ça. Voilà, Mais, c'est relatif. tu sais, au Nunavik, premier exemple, un 2 litres de 7-Up, ça peut coûter 24 $. Hein? Ouais. Ah, mais voyons donc! Ouais, c'est vraiment assez fou. Puis, tu sais, ça, on parle du 7-Up, là, c'est pas nécessairement la chose la plus nutritive. C'est pas l'aliment que tu manges à tous les Non. jours pour te combler. Mais justement, si on regarde, par exemple, les fruits et légumes, là, ben, ça peut être 10 fois plus cher qu'ici. J'ai regardé un paquet de 4 poivrons, ça coûtait 12,50 $. C'est vraiment... Tu sais, quand tu fais ton épicerie, veux pas, tu le fais en pensant à « faut que je me nourrisse ». Donc, quand tu as le choix entre, par exemple, une canne, les raviolis, le chef Boyardee, Oui. ben là-bas, ça coûte 7,45 $, ce qui est extrêmement cher. Sauf que
quand tu te dis, mais là, il va falloir que j'achète mes 4 poivrons, il va Oh, falloir mon que Dieu. j'achète ma viande. Ben, c'est ça. Hey, les 4 poivrons, je les ai vus à l'épicerie cette semaine, ils étaient à 5,99. J'ai fait non, je vais laisser faire, c'est trop cher. Exactement. J'étais comme non, oublie ça, je vais Ouais. manger autre chose. Ouais, c'est ça. Puis l'autre fois, j'ai vu aussi un paquet de Tostitos, c'était 9,60. Tu sais, c'est vraiment, les prix sont choquants. Fait que ça, c'est un des premiers enjeux, là. C'est Ouais. le coût de l'épicerie. L'accessibilité. Mais au plus on avance, au plus il y a d'autres enjeux qui s'ajoutent. Il y a aussi le transport qui est énormément Ben oui, c'est un pour ça. problème parce qu'on parle des légumes, mais l'hiver, il y a des légumes qui arrivent complètement gelés puis il faut les jeter. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, il n'y en a juste pas de légumes à l'épicerie. Oh, mon Même Dieu. s'il aurait été cher, ben, ils se rendent pas à cause du transport. Il faut comme tu manges des canages et tout parce que c'est ta seule source. Exactement. Puis, il y a de plus en plus aussi les changements climatiques qui viennent Ouais. avoir un impact. Parce que là, je vous parle de nourriture qu'on trouve à l'épicerie, mais à la base, c'est pas la façon dont les Inuits se nourrissaient. Tu sais, il y en c'est avait ça. pas d'épicerie. Ouais. Eux, c'est vraiment l'alimentation traditionnelle qu'on retrouve, la chasse, la pêche, la cueillette. Mais les changements climatiques viennent énormément impacter ça. Il y a les effets de la colonisation qui ont impacté leur façon de se nourrir puis qui se ressent encore aujourd'hui. Donc, de venir se réapproprier. Puis c'est là que je fais ma transition vers la loi. C'est que cette loi-là, moi, j'ose espérer qu'elle va venir et de un, remplir un vide juridique actuel en sécurité alimentaire. Puis, pas juste un vide juridique, mais si on pense à la sécurité alimentaire, quand on a faim, là, ben t'as faim tout de suite. T'as pas envie que quelqu'un te dise « Non, mais dans 5 ans, il va y avoir tel programme. » Ouais. Puis c'est normal, il faut qu'on trouve des solutions à court terme puis que les gens puissent manger à court terme. Je veux dire, c'est juste logique. Sauf que des solutions à long terme, il en manque puis ça en prend. Puis c'est un peu là, encore une fois, que moi, la loi, elle vient intervenir. C'est de tenter de créer des solutions à long terme, mais pas juste, encore une fois, imposer quelque chose au peuple autochtone, comme on leur a imposé justement cette façon de se nourrir-là, un peu cette dépendance à travers l'épicerie. C'est de venir leur donner la possibilité de s'autodéterminer et de créer leurs propres solutions pour se nourrir. Donc, c'est un peu ça que je regarde en ce moment au niveau de la loi. Puis, est-ce qu'il y a des solutions à date qui commencent à émerger un peu ou c'est pas vraiment? C'est encore très tôt parce Ouais. que, puis encore une fois, c'est ça, je veux le dire, moi, je m'en vais dans le nord cet hiver, mais c'est ce printemps, mais c'est sûr que je vais pas observer les effets de la loi sur le terrain. Là. Elle vient d'être mise en œuvre. Il y a encore trop plein de tôt, gens ouais. qui ne savent pas l'existence, qui ne la comprennent pas. Il va absolument falloir quelqu'un, puis s'il y a un auditeur qui est intéressé, que quelqu'un dans peut-être 5, 10 ans même aille sur le terrain et voir les effets. Tu sais, moi, en ce moment, je peux juste observer les bases juridiques que ça vient mettre d'un angle purement, tu sais, analyser la loi, mais je peux pas aller demander à quelqu'un, toi, comment est-ce que tu ressens? Ça, c'est, tu sais, c'est sûr que c'est hors de mon champ. Ouais. C'est une limite à laquelle je pourrais pas, que je pourrais pas explorer dans ma thèse. OK. Puis as-tu des exemples de qu'est-ce que la loi vient appliquer? Oui. Il y a beaucoup de programmes qui sont créés, de subventions, de choses comme ça. Dans la loi, je vous l'ai dit, la loi est courte. Ce qu'on retrouve, c'est vraiment de quelle façon le Canada va le mettre en œuvre. Ouais. Une de ces façons-là, c'est que le gouvernement fédéral s'était donné 2 ans à partir du moment où il l'adoptait. Il l'a adopté le 21 juin 2021. Ça nous mène à juin dernier. Ouais, c'est ça, c'est déjà passé. Oui, exact. Pour sortir un plan d'action sur comment est-ce qu'il va intervenir dans les sujets liés à la déclaration. Et un de ces sujets-là était la sécurité alimentaire. Ouais. Donc, ce qu'il a prévu, là, c'est des subventions pour les chasseurs-cueilleurs, justement. OK. Ce qui me ramène à ce que je vous disais, ben, les moyens de subsistance traditionnels. Parce que, puis là, je ramène encore une fois à la colonisation. Les Inuits chassaient énormément à l'aide de chiens, des chiens de traîneau. Puis le gouvernement du Canada, puis là, c'est vraiment... désolée pour les âmes sensibles, moi aussi, ça me touche chaque fois que j'en parle. Mais le gouvernement du Canada a tué pratiquement tous les chiens dans le Nord. Pourquoi? Pour sédentariser. Parce que c'était leur moyen de se déplacer. Ouais. Arc! Ouais. Donc, puis ça fait qu'ils ont dû s'acheter des skidoo. Mais des skidoo versus un chien, c'est pas les mêmes coûts, là. Tu dois mettre l'essence dans ton skidoo. Puis là, encore une fois, on ramène ça au changement climatique. Les glaces fondent plus tôt. Donc, d'aller chasser
alors qu'avant, c'était la façon de nourrir leur famille. C'est rendu un luxe un peu d'être un chasseur. Tu peux plus être chasseur à temps plein, ça peut plus être ton emploi. Et ça fait que, là, justement, cette loi-là, elle offre là, des subventions pour essayer de ramener un peu. Donc, c'est le premier exemple concret qu'on voit vraiment de la loi à première vue. Mais, tu sais, je sais pas, je pose la question. Est-ce que l'argent, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin? Tu sais, c'est que nous, on pense à t'as plus d'argent, fait que tu peux t'acheter plus de bouffe. Mais pour eux, s'ils vont la chasser, l'argent, ça leur fera pas chasser plus. Je sais pas. Je me demande. C'est un très bon point. Quelque chose, puis ça, j'ai lu un anthropologue récemment, puis c'est quelque chose qu'on connaît pas nécessairement. En fait, moi non plus, j'ai pas de chasseur non plus dans mon entourage, là, mais pour les Inuits, la chasse et la pêche, c'est ancré dans leur culture. Et ce n'est pas... Ils vont pas vendre leurs produits. Donc, il y a des frigos communautaires dans les 14 communautés au Nunavik. Un chasseur qui va aller ramener quelque chose de la chasse va s'occuper de découper la bête et aller la porter dans le frigo communautaire pour que toute la communauté puisse se servir. Wow! Mais encore une fois, ça prend de l'argent pour aller faire ça, puis il la vendra pas, fait que lui, il fera pas de l'argent. Fait que c'est là que, justement, les subventions puis l'argent, ben malheureusement, est nécessaire. Puis, ben je vous ai nommé des coûts de nourriture avec le coût des paniers d'épicerie. Je veux dire, ici, au sud du Québec, c'est rendu que les classes moyennes ont de la difficulté à faire l'épicerie. Donc, imaginez dans le Nord, avec ces coûts-là qui sont 32 % plus élevés, avec déjà des communautés qui sont plus touchées par l'insécurité alimentaire, ça prend de l'argent pour régler cette crise-là. Fait que, Oui, puis en plus, en alimentation, en nutrition, on dit qu'il faut manger des fruits, des légumes frais, idéalement pas du congelé, cuisiner beaucoup. Mais, tu sais, on peut l'appliquer à nous, mais on peut pas l'appliquer aux gens dans le Nord. C'est pas du tout réaliste, là. C'est sûr qu'ils se tournent vers des petites cannes de chef Boyardee, là. Des petits pois, des petites carottes, mais comme... C'est pour la santé, c'est pas plaisant non plus à manger, là. Puis c'est pas leur alimentation traditionnelle. En plus, on leur impose de manger des trucs pas santé parce qu'on a décidé que c'était de même. Il y a des moyens comme d'optimiser les transports pour comme... Là, moi, je m'éloigne de mon domaine, là. mais sûrement que oui, mais tu sais, je veux dire, je peux pas croire qu'en 2023, presque 2024, il y a encore des fruits et des légumes qui gèlent dans les trucks. Ben, c'est pas des trucks, c'est des avions. Des avions, là, mais comme... Il y a pas de route qui se rend, non, je sais qu'il y a pas ça, mais j'ai comme dit truck parce que c'est la première chose qui me vient en tête, mais comme, je peux pas croire. Oui, mais mais en même temps, tu sais, est-ce qu'on veut encore leur imposer cette alimentation-là? Ben, mais ça pourrait faciliter la transition, genre. C'est ça. Oui, ben c'est vrai. Dans le sens que, oui, c'est encore de l'imposer, mais au moins, si on leur offre des produits qui sont au moins abordables pour qu'ils puissent comme... C'est sûr que ça peut pas nuire, mais... Ben, ça ramène aux subventions encore. Puis je pense que c'est là que le droit, justement, vient intervenir, puis où... ça peut aider. Il y a beaucoup d'aliments qui deviennent subventionnés. Puis là, ben, c'est des choix à faire aussi. Qu'est-ce qu'on subventionne? Ben là, ça serait de subventionner les fruits et les légumes. Oui, mais s'il n'y en a pas. Ouais. OK. Et y a-t-il d'autres exemples avec les subventions de la loi? Pas à première vue. OK. Non, je dirais que c'est les premiers trucs vraiment que moi j'ai vus. Mais aussi, tantôt, je l'ai mentionné, de... juste que cette loi-là soit mise en œuvre, ça vient répondre à un besoin. Fait que, outre les exemples concrets, quel est lieu, puis j'ai mentionné tantôt l'autodétermination. Oui. Ben c'est que ça va être à eux à voir c'est quoi les autres solutions à partir du moment où peut-être qu'il y a des subventions, où ils peuvent créer des lois qui leur conviennent et qui ne sont pas imposées. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelque chose sur lequel j'ai hâte de me pencher un peu plus, mais je vous parle d'alimentation traditionnelle depuis tantôt. Le cadre juridique canadien est un peu friand face à ça, justement. Puis, on le sait, là, je rentre dans un autre aspect du droit à l'alimentation. Quand vous mangez tous les jours, vous ne pensez pas nécessairement à qu'est-ce qui régit les aliments que vous venez d'acheter à l'épicerie. Oui. Mais tout le monde a déjà entendu des rappels sur des aliments. Dans les dernières années, on entend parfois la laitue, des choses comme ça. Ouais. Bien, ça, c'est toutes des lois qui viennent régir des critères, puis comment est-ce que la nourriture peut être mise sur le marché. Un contrôle de qualité. Oui, exactement, exactement. Puis ça, au niveau de l'alimentation traditionnelle, bien, il y a aussi un peu, pas un manquement, je veux dire, mais le droit canadien
comprend peut-être plus difficilement comment est-ce que l'alimentation traditionnelle peut être protégée parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de chasseur dans ma famille, mais si votre oncle va chasser puis il tue un orignal, par exemple, il pourra pas légalement aller le donner à un restaurant puis que ce restaurant-là le serve à tous ses clients. Là. Légalement, la MAPAC ne voudra pas. Je me connais pas en loi dans ce type-là, mais j'ai vu justement là, hier, là, j'écoutais des vidéos sur mon téléphone, puis c'était un petit monsieur qui voulait juste avoir une tourtière de gibier, puis il s'est fait donner une amende parce que t'as pas le droit de vendre ça, techniquement. Mais non! Ouais. Mais il a juste écrit un post sur Facebook, genre, il y a quelqu'un qui en fait, puis il y a des agents de la faune qui sont allés cogner à sa porte. Wow. C'est vraiment... Puis ça ramène un aspect culturel aussi. Ouais, c'est parce que pour ces gens... pour tout le monde, en fait, la nourriture, ça a un énorme aspect culturel. Je veux dire, on approche de Noël, là, tout le monde à Noël a ses petites traditions. Oui. Pour eux, ça peut être certaines choses. Puis j'ai vu un documentaire super intéressant là-dessus où c'était dans les hôpitaux. Ils proposaient aux aînés autochtones de recevoir de la nourriture traditionnelle justement parce que ça l'aidait à leur guérison, d'avoir quelque chose culturellement versus de la nourriture d'hôpital. Je pense qu'on le sait tous que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus réconfortant. Ils devaient signer une décharge, comme quoi ils acceptaient de peut-être pas manger la nourriture d'hôpital puis qu'ils pouvaient avoir des risques avec ça. Mais cette décharge-là, c'est quand même une solution juridique qui peut être intéressante, même si ça sonne super contrôlé. Là. Mm-hmm. Mais ouais. Mais il y a aussi le fait que je sais que il y a de la pêche beaucoup. Mm-hmm. Puis je sais que souvent, il y a des problèmes de métaux, d'accumulation de métaux dans les poissons. Puis plus ça monte, en fait, dans la chaîne alimentaire, puis ce qui fait que la viande qu'ils mangent peut être très toxique. Mais c'est un peu nous qui l'ont pollué. Fait qu'on leur impose que leur alimentation, maintenant, est rendue moins bonne pour la santé à cause de nous. Oui, comment absolument. on le protège? Ça ramène au épisode 2 avec Camille, qui étudiait l'effet du manganèse chez les poissons, justement. Oui, c'est les vrai. salmonidés dans le Nord. Ça. Ben oui, parce que, tu sais, s'ils continuent à leur alimentation traditionnelle, peut-être qu'ils... En fait, c'est nous le problème. Ben oui, genre, c'est vrai, clairement nous le problème. c'est clairement on le sait, nous. là. Mais là, il faut le régler, là. Ben oui, j'ai parlé beaucoup de la chasse, mais c'est vrai que la pêche, les contaminants, c'est un énorme problème. Puis les contaminants, encore une fois, avec les changements climatiques, ça va être de pire en pire. Il y en a de plus en plus. Les poissons, il y en a de moins en moins longtemps. C'est vraiment... là, je pense que ça prendrait une équipe multidisciplinaire entre des scientifiques qui vont regarder ça. Puis nous, peut-être juridiquement, comment est-ce qu'on peut aider à ça, mais... Ouais. OK, ben merci. Puis pourquoi tu as choisi ce projet-là? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui t'a mené à ça, qui fait que tu es autant passionnée par le droit alimentaire dans le Nord? C'est un long parcours. Pendant mon bac en études internationales, j'ai fait un stage en développement durable. OK. Puis c'est vraiment là que j'ai été initiée un peu au concept de la sécurité alimentaire. Là, j'ai fait, dans mon stage, on avait implémenté un frigo communautaire pour les étudiants. Mm-hmm. Puis je pense que aussi, une des raisons qui m'a poussée vers le droit, c'est que j'aime beaucoup cette grande notion de la justice. Puis je pense que la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde, puis de plus en plus. Après ça, j'ai fait ma maîtrise en droit de l'environnement, développement durable, sécurité alimentaire à l'Université Laval. Puis un des cours que j'avais le plus hâte de faire, c'était le cours de sécurité alimentaire. J'ai vraiment, vraiment adoré. Mais après ma maîtrise, ça faisait plusieurs années que j'étais à l'université. Donc, j'avais très hâte de travailler. Puis j'ai trouvé un travail qui me passionne encore à ce jour. Puis je me trouve très chanceuse d'avoir trouvé cet emploi en sortant de ma maîtrise. Puis je travaille dans un domaine où je touche à beaucoup de choses. Mais j'ai 2 dossiers en particulier sur lesquels j'ai travaillé. Puis ces 2 dossiers-là, c'est la loi que j'analyse dans ma thèse et c'est la sécurité alimentaire. Okay. Fait que quand j'ai vu l'offre de doctorat de mes directrices de recherche, j'avais l'impression que mon nom était écrit dessus. C'était destiné. Ouais, vraiment. J'ai pris du temps pour y penser quand même parce que je veux pas minimiser qu'un doctorat, c'est un gros projet et qu'on se lance pas là-dedans les 2 pieds dans le vide sans trop y penser. Là. J'ai vu l'offre au mois de juin, on pouvait appliquer jusqu'à fin août. J'ai vraiment pris du temps durant l'été. Mais je pense que d'avoir travaillé, là, ça va faire 3 ans puis que je travaille, mais 1 an que je suis au doc, d'avoir pris cette pause-là, ben ça fait justement aujourd'hui que je suis hyper motivée, que je suis convaincue de mon sujet. Puis, Mais t'as pu aussi en apprendre davantage là-dessus, tu sais, concrètement à ton emploi avant de commencer un doc, tu sais. Fait que c'est le fun, t'as déjà comme un peu un avant-goût de ce que c'est, fait que...
Ben absolument, parce que à la maîtrise, j'avais eu un cours de droit autochtone, mais sinon, je suis allochtone et clairement, j'avais pas de connaissances plus poussées là-dedans. Donc, de travailler pour une organisation autochtone pendant 3 ans, ben c'est sûr que aussi ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus. Puis un doctorat en droit, ben là, de ce que j'ai compris de ton parcours, t'es pas obligatoirement obligé de faire tout en droit, puis là, tu fais un doctorat en droit. Fait que, tu sais, tu peux... Il y a beaucoup de choses qui mènent à un doctorat en droit, puis un doctorat en droit, c'est pas nécessairement faire le bar ou whatever. Fait que... Non, exactement. C'est pas des avocats comme on les imagine. Je pense que c'est, comme dans tous les domaines, là, quand tu choisis un peu plus d'aller dans la recherche, des fois, tu t'éloignes un peu plus de la carrière type qu'on imagine de ce domaine-là. Je pense que ça prend inévitablement des connaissances juridiques parce que, je veux dire, pour réussir une thèse en droit, il va falloir que j'analyse énormément de lois. Donc, je ne recommanderais pas à un anthropologue peut-être de se lancer là-dedans, mais en faisant je sais pas s'il y a un certificat ou une maîtrise, là, puis là, je veux pas m'avancer sur comment est-ce qu'on rentre au doctorat en droit, mais oui, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs façons qu'on peut s'y rendre. Fait que c'est ça, t'as fait ton bac en études internationales. Mais j'ai étudié en droit avant. OK. Oui, c'est ça que j'ai oublié de spécifier. C'est juste que la sécurité alimentaire, ça remontait à études internationales. Ouais. Fait est-ce que tu es avocate? As-tu ton barreau? Non, j'ai pas fait mon barreau. OK. J'ai su très tôt dans mon parcours universitaire que être avocate n'était pas ce qui m'intéressait. J'ai eu des petites remises en question quand j'ai intégré le marché du travail. Est-ce que ça aurait été quelque chose finalement que j'aurais pu faire? Puis je pense que c'est juste sain au final des fois de se remettre en question. Puis c'est ça. Mais aujourd'hui, aucun regret. Mais t'as terminé ton bac en droit. Oui. Est-ce que justement, je connais pas les chiffres ou le domaine, mais il y a souvent plus de monde qui va aller au barreau. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de compétition? Est-ce que c'était pour faire ta maîtrise en recherche en droit? Moi, on était une minuscule cohorte. Ouais. Et la plupart venaient de la France. Donc oui, c'était un programme contingenté, mais je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, faire de la recherche en droit, c'est vraiment accessible. C'est possible. OK. Ah, c'est drôle, parce que si quelqu'un fait son bac en études internationales puis un doctorat en droit, il doit se faire dire « Ah, t'es avocat. Tout comme nous, on fait un doctorat en nutrition, on se fait dire « Ah, t'es nutritionniste. » Ouais, ça m'arrive souvent, mais ça fait que je peux raconter mon parcours. T'as fait ton bac. Fait que, oui, tu sais, ça répète pas. Oui, mais j'ai pas le titre d'avocate. Ah, OK. Puis c'est quoi que tu trouves le plus fun dans les études graduées ou le plus difficile? Bonne question. Je pense que pour étudier en droit, puis je pense que je l'ai mentionné tantôt, il faut aimer lire. Ouais. Et j'adore lire. Genre, très grande lectrice. Tant mieux. C'est fun, des notes en bas de page. Moi, une journée où je lis des articles scientifiques que je trouve intéressants, je me plonge dans la recherche, puis après ça, autant le processus de tu laisses un peu tout ça décanter, puis ça t'amène des idées, c'est vraiment un processus que j'adore. Je suis quelqu'un de très sociable, donc les congrès, là, je commence un peu plus là, à rentrer dans ce domaine-là et tout, mais de rencontrer des gens à des conférences, d'échanger des idées et tout, là, je trouve ça quand même, ça, c'est une grande surprise très positive du doctorat, mais je trouve que j'ai eu plein de belles opportunités jusqu'à présent. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, pas ce que j'aime le moins, je dirais que c'est peut-être juste plus un défi, c'est que j'avais jamais rédigé d'articles scientifiques à proprement dit. Je rédige énormément dans le cadre de mon travail, mais ça, je suis en train là, d'en finaliser un premier, puis ça a été beaucoup d'apprentissage. Le premier est toujours mauvais. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Bon, ben. Non, mais c'est normal. C'est une autre façon d'écrire. C'est une méthode plus... que nous, c'est résumé, intro, méthode, fait que... Ouais, non, mais c'est un art apprendre à écrire un article scientifique. Ça n'a pas rapport avec d'autres types d'écriture. C'est vraiment unique. Ouais. Ah, puis il y a une autre chose que je pense que tout le monde va se reconnaître, qui, moi, a été une découverte à la dure, mais les demandes de bourse. Ah! J'en soumets une aujourd'hui, en plus. C'est terrible. C'est tellement long. Vraiment. Ah, puis tu répètes tout le temps la même affaire, mais faut comme tu l'ajustes en fonction de où tu appliques. Puis là, il y en a qui demandent 2 pages, il y en a qui en demandent 10. Tu le sais, en plus, ce qui est frustrant, c'est que tu sais que souvent, tu l'auras même pas. Ah ben, parce que, genre, des jours, des fois, une semaine complète, genre, appliquer sur une bourse, t'es comme, je le sais, j'ai perdu une semaine.
Mais justement, le 2 pages, là, moi, quand on me demande de résumer mon projet de recherche en 2 Ça rentre pages, pas. Ouais, ben il y a c'est ça. illégal. Comme... C'est non, illégal. mais... Alors, il devrait y avoir une loi là-dessus. Mais t'as-tu essayé de faire ma thèse en 180 secondes? Non, mais j'ai fait un concours de vulgarisation Ok. scientifique en 5 minutes au Ben, mois de c'est juin ça. passé, puis pas C'est facile. quelque chose. Ouais, c'est ça. 3 minutes. 3 minutes, 5 minutes, c'est quelque chose. Ouais. Ou d'un congrès, quand ils donnent une petite présentation flash, là, Un blitz, petit là. blitz, 3 minutes. Allez, Hey, c'est vas-y. difficile. Faut Ouais. vraiment que tu choisisses qu'est-ce que tu fais. Mhm. Je pense que le blitz, c'est plus difficile qu'une présentation de 10 minutes. Parce qu'il faut vraiment que tu choisisses exactement ce qui est important pour que les gens comprennent tes résultats. Ouais, 10-15, pas si pire, tu sais. Mais t'as le temps, mettons, ben, à ma maîtrise, j'en ai fait un blitz, puis tu sais, il fallait que je parle de l'endocannabinoïdome. Ouais, c'est Déjà, à la base, savoir c'est quoi, là, Ouais. c'est 5 minutes de blabla. Puis là, j'avais Ouais. 3 minutes. Fait qu'il faut que j'en parle en 30 secondes. Ouais, tu sais, on parle du microbiote, l'endocannabinoïdome, puis le cerveau, puis l'intestin. Fait que j'imagine pas, tu sais, justement, une loi ou Ah, il y a une tu sais, loi ton spécifique. projet qui a plusieurs embranchements. Allez, vas-y, 3 minutes. C'est ça, c'est que des chercheurs en droit aussi, j'ai l'impression que les gens sont un peu moins habitués à ça. OK. Puis quand justement je me suis ramassée dans un endroit comme un concours de vulgarisation scientifique, mais c'est tous des scientifiques Oui! purs, j'ai envie de dire, C'est ça. puis qui racontent, ben je suis allée sur le terrain, j'ai compté les poissons, c'est hyper concret. Ouais. Versus moi, j'arrive, je parle du droit, les gens me regardent avec des gros yeux. Là, C'est je juste des comprends. textes puis des notes Oui. en bas de page. Ouais, ouais, puis c'est genre, voici mon projet. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant pareil. Mm. J'aimerais ça revenir sur des concepts. Il y a 2 concepts que j'aimerais qu'on parle. D'abord, l'autodétermination. On a passé vraiment vite, mais c'est quoi Mhm. concrètement, puis c'est quoi les enjeux liés à ça? Parfait. Ben, petit disclaimer avant de me lancer dans l'autodétermination, je l'ai dit, je suis allochtone, puis pour moi, l'autodétermination, les seules personnes qui peuvent réellement dire c'est quoi, c'est les peuples autochtones, Mhm. mais c'est justement la façon librement de décider, parce que je l'ai mentionné tantôt, la colonisation a eu des effets, ils se sont fait imposer énormément de choses. Ouais. Fait que si je peux donner un synonyme, puis c'est pas un parfait synonyme, mais ce serait la décolonisation, c'est de leur donner les moyens de se décoloniser comme ils le veulent. Puis comment on rattache ça à la sécurité alimentaire? Ben, c'est de décider librement, eux, c'est quoi les systèmes alimentaires qui leur conviennent, comment, puis de leur Mhm. donner les moyens aussi, justement, de réussir. OK. Puis, si tu l'as encore introduit, mon deuxième point, c'est comment est-ce que c'est perçu un allochtone qui travaille pour les droits, pour les enjeux autochtones? Est-ce que c'est... t'sais, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être bien vu et mal vu. Mhm. Ça peut être mal vu parce que tu ne connais pas leur réalité, puis c'est vrai. Mais en même temps, ça peut être bien vu parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui s'intéressent à eux puis qui veulent les aider. Fait que tu t'en penses quoi? Très, très bonne question. Je l'ai mentionné, je travaille depuis 3 ans pour une organisation autochtone. Au début, ça a été beaucoup du syndrome de l'imposteur. Ouais. Mhm. Mais je pense qu'au final, de un, je sais que moi, je le fais pour les bonnes raisons. Humblement, j'aimerais vraiment contribuer à ce domaine juridique-là, à le faire avancer. Puis, mon souhait le plus profond, c'est que dans 5-10 ans, il n'y a que des chercheurs autochtones qui puissent faire ces recherches-là, Ouais. puis que ce Mhm. soit eux. Sauf que présentement, il n'y en a pas encore. Fait que j'ai envie de contribuer à ce domaine juridique-là en moi commençant ces recherches-là. Je l'ai mentionné tantôt, ça serait super que quelqu'un aille sur le terrain voir les effets. Mhm. Ben, peut-être que dans 5 ans, ça sera justement quelqu'un. Puis c'est vrai que je vis pas dans le Nord, mais c'est la raison pourquoi justement j'y vais. J'ai pas envie d'aller écrire une thèse sur un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Effectivement. Donc, pour moi, c'est vraiment important de me rendre dans le Nord puis de justement me concentrer sur l'autodétermination, comme je l'ai dit, puis de pas dire « Ah, ben telle loi, ça serait vraiment super, ça sauverait tous vos problèmes, puis on va encore vous imposer une nouvelle loi. » C'est comprends. vraiment pas ça que, tu sais, j'ai envie de faire. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui peut-être trouvent que j'ai pas ma place là, puis ça leur appartient, puis c'est Ouais, c'est vraiment ça. correct. Je vais jamais en vouloir à qui que ce soit de penser ça. Mais, Fait que t'as un syndrome de l'imposteur là-dedans où tu te sens mal de vouloir les aider, mais en même temps, t'as envie de les aider pareil. ben oui, exactement. Je pense que mon envie Ah. de contribuer est plus fort, puis Est-ce que tu ressens encore le syndrome de l'imposteur à ce jour ou c'est un peu moins pire? beaucoup moins. Je pense que... Puis aussi, je pense que si je me concentre juste là-dessus, ben j'avancerai pas. Là, Ouais, tu sais. c'est Je- non, je- effectivement. ouais. J'écrirai pas une thèse si tous les jours je me sens mal d'écrire une thèse là-dessus. À chaque mot. Ouais. Mm. OK.
OK, puis là, ça fait 1 an que tu es au docteur? Oui, ça va faire 1 an en janvier. OK. Puis t'es rendu où dans ton processus? Je termine cet hiver, normalement, si tout se passe bien, ma scolarité préparatoire. Là, je vous ai parlé tantôt du cours de métaux épistémaux. Beaucoup de lectures, revues de littérature, des fiches de lecture et tout ça. Ce qui fait que idéalement, j'aimerais faire mon premier examen doctoral à la fin du printemps. OK. Puis ensuite, ça serait comme juste avant d'aller justement au Nunavik. Mm-hmm. Je ferais ce premier examen-là. Puis après ça, mon deuxième examen, qui est mon prospectif, pour me lancer pleinement dans la rédaction en 2025. Ouais. Mais je pense que tout le monde a un petit plan idéal. Puis après, il arrive des choses. Là. Je pense que quand j'ai fait cet échéancier-là aussi, j'avais sous-estimé le nombre d'opportunités, de congrès. Oui, ça demande du temps. Ouais. À la maîtrise, j'ai une amie qui a poursuivi au doctorat. Puis je me souviens, elle m'avait dit « Moi, mais au doc, tu travailles sur tout sauf ta thèse. » Puis je te c'est tellement vrai. Oui, malheureusement, je m'en suis vite rendu compte. Ouais. C'est bien placé pour le savoir. Oui, mais là, c'est triste. Mais oui, depuis septembre, j'ai pas touché à mon projet, techniquement. Parce que c'est des congrès, mais il y a aussi des collaborations. Mm-hmm. Puis des demandes de bourse. Puis tu vas aider quelqu'un à avancer son projet, mais tu n'avances pas. Mais bon, c'est la vie. Est-ce que, tu sais, comme nous, mettons, en sciences, on peut facilement collaborer? Fait que, mettons, je sais pas, mon projet, je fais des stats que, mettons, Isa connaît, j'ai tu faire mes stats, t'es sur un papier. Est-ce que ce genre de concept-là de collaboration existe en droit ou pas vraiment? Pas vraiment, je pense. Il y a de plus en plus de projets multidisciplinaires. Puis moi, je fais partie d'un partenariat de recherche aussi, mon doc. Donc là, c'est sûr que, je vous l'ai mentionné tantôt, j'ai besoin d'aller voir les données qui existent sur l'insécurité alimentaire. J'ai besoin d'aller lire les travaux d'anthropologues, de sociologues pour comprendre les enjeux. Donc, à ce niveau-là, oui, je vais avoir besoin de la collaboration, mais sinon... Ta thèse, c'est pas mal toi et juste toi. Ouais. Fait que les articles scientifiques, si tu les auteurs, il y en a ben là, j'écris avec mes directrices. Ouais. Mais en sciences, il y a aussi le concept un peu abstrait que des fois, t'as comme 25 auteurs. Des fois, c'est un peu exagéré. Mais c'est qui ces 25 personnes? Mais c'est des études de laboratoire, tu sais. Fait qu'il y en a une qui a fait pousser les cellules, l'autre a fait un enfer dessus, l'autre a fait des stats, l'autre a fait s'est occupé des souris. 3 personnes s'est occupé des souris. Ouais. Mais là, à savoir si la contribution est suffisante pour avoir ton nom sur un papier, ça, c'est un autre débat. Mais, des fois, on se ramasse avec comme 20 personnes, toute la famille est là, puis... Mais ça, on est quand même des équipes de recherche, puis on travaille vraiment en équipe. Puis est-ce qu'en droit, il y a des équipes? Est-ce que, maintenant, tu te vois vraiment tout seul et tes 2 directrices t'aident? Ou bien il y a vraiment une équipe de tes directrices puis vous parlez ensemble? Ou... Ben moi, je fais partie d'une chaire de recherche. Ouais. Donc là, pour le projet de recherche qui est rattaché à ma thèse, il y a aussi une étudiante à la maîtrise. Okay. Donc, on collabore beaucoup ensemble à ce niveau-là. Puis il y a d'autres auxiliaires qui font partie de la chaire. Mais sinon... c'est très solitaire, je pense, je me rends compte. Ouais. C'est drôle parce que c'est ça qu'on voit en sciences sociales, souvent, c'est quand même solitaire quand tu fais des doctorats ou de la recherche. On a discuté avec des invités potentiels. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mais justement, tu sais, c'est des gens qui vont travailler soit à distance ou comme ils ont vraiment une équipe de un N égale à 1, c'est-à-dire eux. Puis, tu sais... Ouais. Ça fait que c'est vraiment une dynamique différente. Ouais. C'est pour ça que c'est le fun, les congrès. Ben oui, puis je suis contente de vous parler aujourd'hui. C'est ça. Non, mais des fois, c'est qu'on a l'impression, je trouve que soit on casse les oreilles constamment de nos proches avec notre sujet de thèse qui, au final, ne le comprennent peut-être pas, ou qu'on peut en parler à personne. Fait que merci de l'invitation. On va faire un site genre blog scientifique. Pour tous les solitaires de science. Ben, la FSP organise des journées d'écriture, de rédaction, mais tu sais, c'est un peu malaisant. Les places sont limitées. Tu travailles à côté de quelqu'un, puis tu as 10 minutes, t'es comme « Salut! » Mais c'est que parler de ton projet à d'autres mondes, des fois, c'est qu'ils te posent des questions d'un angle... Tu sais, ils ont tous des angles de vue totalement différents, là. Fait que ça peut être le fun. Ou quand t'en parles, tu réalises des choses en parlant, t'es comme « Ah, j'avais pas pensé à ça. » Ouais, ça, c'est important d'avoir des équipes de recherche, de parler à des gens. Mais vu qu'on a parlé un peu de congrès, tu sais, justement, vos congrès, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est, des congrès, tu sais... mettons, je pense à un congrès que je suis allée récemment à Sentinelle-Nord, qui est comme... Tu sais, c'est tout dans le Nord, mais il y a comme plein de gens qui participent. Fait que, tu sais, c'est full multi, mais, tu sais, on a des données scientifiques qu'on présente. Mais est-ce que, toi, les congrès que tu vas, c'est pas mal plus... Avez-vous des affiches que vous présentez? Est-ce que vous avez... Pas d'affiches, ça, c'est très drôle que tu me demandes ça comme question parce que je pense au printemps dernier,
l'Université Laval m'a écrit parce qu'ils recevaient... je sais plus, ils recevaient qui à l'université, mais ils étaient comme « Ah, on aimerait ça que tu viennes. Pourrais-tu présenter ta dernière affiche scientifique? » J'étais comme « Mais J'en ai pas. Quelle affiche? » J'étais comme, je n'ai pas d'affiche. Fait que non, ça, c'est quand même assez rare. Par contre, nos congrès, ben là, je peux en nommer 2 où je suis allée, là, pour donner un exemple, mais je suis allée au congrès en droit à l'alimentation. Fait que là, c'était vraiment plein de profs, de chercheurs à ce niveau-là. Ça peut être plein de sujets différents. Puis j'ai mentionné le partenariat de recherche duquel je suis rattachée avec mon doctorat. Bien là, c'était des sujets différents parce que c'est plein de chercheurs qui se concentrent sur les inégalités socio-économiques dans l'Arctique. Mais ça peut se présenter sous plein de formes différentes, là. Fait que vous assistez à des conférences, mettons. Oui, c'est tout. Oui. Il n'y a pas d'affiche? Non. Oh! Mais nous, comme tous les étudiants font des affiches, là. Mais En fait, c'est un peu tannant. En fait, des fois, nous, nos mais- congrès, ben en tout cas, ça, c'est la pensée de notre équipe, je pense. Je sais pas pour les autres, mais tu sais, nous, si t'as pas d'affiche, ça sert pas. Ben pas que ça sert à rien que t'ailles au congrès, mais Ouais. comme, faut qu'il y ait un gain parce que ça coûte de l'argent. Fait que, tu sais, pour nous, tu sais, comme, OK, tu présentes ton affiche, tu présentes tes données, OK, tu peux y aller, mais comme si, tu sais, je vais pas aller à un congrès si j'ai rien à présenter, comme. Oui. Parce que, tu sais, tu peux présenter ton projet, tu peux aller chercher des collaborations, ou bien tu peux aller chercher, en fait, du feedback sur ton projet, tu sais. Fait que sans présenter oralement, tu sais, t'as une affiche. Puis, ouais, ben ça, sur ton CV, pour tes demandes de bourse, ça fait une présentation d'affiche. Tu peux-tu mettre que tu sais, tes congrès n'ont Ah pas oui, de oui, poids? ça, ben oui, parce que je vais ok. présenter, donc... Fait que Ah, tu je présentes présente quand même, mais oralement, là, j'ai Ouais, juste sur pas une d'affiche. présentation. Ouais, peut-être que j'ai pas été claire. Mais est-ce que à c'est ce tout le monde, niveau-là. tous les étudiants qui présentent des, tu sais, oralement? S'ils ont soumis et qui ont été acceptés leur proposition, oui. Il y en a qui Ok. font juste assister. Mais la plupart du temps, tu sais, là, justement, je suis en train d'en préparer une fin mai où on s'en va présenter. Puis ce que je trouve, tu sais, tu mentionnais feedback. Ouais. Ce qui est le fun, là, par exemple, c'est que ça va être des chercheurs de l'Arctique un peu partout. Bien, s'il y a un chercheur du Groenland qui se concentre aussi sur l'alimentation Ben oui. traditionnelle, bien, moi, ça me permet de comparer. OK, mais eux, leur droit, ils permettent ça. Nous aussi, Ouais. ça pourrait peut-être être une avenue. Fait que c'est aussi super inspirant. Ça t'amène des nouvelles façons de penser, de poser tes questions à toi. Puis, c'est ça. Fait que oui, on parle, on n'a juste pas d'affiche. Ben, c'est parce que je pense que nous, en sciences de la santé, il y a juste trop de monde en recherche, là, trop d'étudiants. Fait que, honnêtement, si t'es pris pour une présentation orale, tu sais, c'est parce que t'es bon, là. Mm. C'est rare d'être pris pour une présentation orale, quand même. Vos congrès sont-ils plus internationaux? Vu que justement, tu sais. du Groenland. Moi, c'est le premier international où je vais aller en mai. L'autre, il était canadien. Mais quand même national, c'est pas. Ouais, c'est pas gros pire. pas. Ouais. C'est cool, ça fait quand même des. C'est le fun au congrès. Ouais. Puis, tes directrices, c'est ce qui dirige beaucoup d'autres étudiants, c'est sûr? Ma directrice à l'Université Laval, elle vient de faire graduer une doctorante, puis elle a quelqu'un à la maîtrise, mais sinon, je pense qu'elle a un peu moins d'étudiants, parce qu'il y a Ok. aussi des professionnels de recherche à Oui. la chaire, puis des gros projets reliés à Ouais, ça. c'est ça. Mais ma directrice à l'Université d'Ottawa, elle, je crois qu'elle a plus d'étudiants, oui. OK. Puis c'est Ah ouais. qu'aussi, ma directrice à l'Université Laval, la sécurité alimentaire sous un angle juridique, c'est quand même assez niché, là. Ouais, c'est vrai. effectivement. On a parlé un peu des bourses. Tu sais, à quel point c'était étonnant de prendre 40 ans de notre vie pour des bourses qu'on n'aura pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de bourses qui peuvent être offertes en droit? Est-ce que c'est, tu sais, à part, mettons, FRQ-SC, sûrement que t'es une... Ouais. Y a-t-il autre chose? Tu sais, c'est facile d'avoir des bourses ou c'est une denrée rare? Il y a le CRSH aussi, fait que ça, Ouais. c'est fédéral, oui. Ben moi, vu que j'étais avec une chaire de recherche, il y a des bourses à ce niveau-là. OK. Mais sinon, en droit, puis je sais pas si vous, c'est pareil, souvent, c'est un sujet hyper niché. Genre, on doit faire sa thèse sur la protection des aînés. Ah, ouais. Fait que Ah, ça, ouais. ça limite vraiment ce à quoi tu peux appliquer. Moi, je me compte extrêmement chanceuse. Le partenariat de recherche Ok. duquel je fais partie, eux, c'est une grosse subvention CRSH qui répartissent au niveau de leurs chercheurs. Fait que j'ai des bourses à ce niveau-là. Mais sinon, je pense que c'est ça, de vraiment trouver une bourse qui est applicable à ton domaine juridique. Ça peut être plus Ah, difficile. là. Là, c'est pas comme qu'ils créent une bourse pour toi. Ouais, pratiquement. presque. Fait que c'est pour ça, moi, tu sais, Ouais. il y en a avec la chaire de recherche, Ah ouais. mais c'est comme, je l'ai eu le printemps dernier, puis Ouais. c'est ça, là. Et tu travailles en même temps. Hein? Oui, c'est ça aussi. Ouais. Puis tantôt, on parlait de syndrome de l'imposteur. Ça a été quelque chose que j'ai dû vraiment passer par-dessus au début de mon doc, d'appliquer à des bourses en travaillant, parce que, tu sais, il y a des étudiants qui sont 100% étudiants.
C'est vrai, ouais. Moi, c'était quelque chose qui était important. J'avais pas envie de retourner 100% étudiante. Ça faisait 2 ans que je travaillais, puis j'avais pas envie non plus de lâcher ma job par le fait même. Mais au final, c'est mes amis qui m'ont énormément rassurée, si je peux dire, là-dessus. Tu sais, j'ai des grosses journées de travail. Là. Je fais ma journée de travail, puis le soir, je fais ma journée de recherche, d'études. C'est beaucoup de sacrifices, les week-ends et tout ça. Fait qu'au final, ben je travaille quand même, tu sais, pour ces demandes de bourse-là, pour mon doctorat. Donc, ça vient m'encourager là-dedans aussi, puis c'est ça. Tu fais la job pour 2, en fait, là. Fait que tu le mérites autant que n'importe qui, là, au final, là. Fait que... Ouais, ça a été dur à procéder, mais une fois que ça a été rentré, j'ai commencé à appliquer des bourses. Puis, est-ce qu'en droit, tu sais, nous, on est obligés de se faire payer quand on fait des études à maîtrise ou au doctorat en bourse. Nos directeurs sont obligés de nous donner une bourse. Oui. Ben oui. À l'Université Laval? Je suis pas mal sûre que oui, ouais. Si tu fais de la recherche, je suis pas mal sûre. Ce sera à vérifier, voir. Ben, je sais que nous, on en a parce qu'on fait partie d'une chaire de recherche, mais... Non, mais partout, t'es pas mal obligé, là. L'université est obligée de nous payer? Je pense vraiment que oui. Je pense vraiment que oui. Parce que j'ai rarement vu... En fait, j'ai jamais vu personne en maîtrise au doc en sciences. Qui a jamais eu de bourse. Mais nous, c'est pas le cas. C'est assurément pas une obligation, mais je suis extrêmement pour ça. Puis d'ailleurs, le dernier congrès où j'étais qui rassemblait tous les chercheurs du partenariat de recherche, au souper, j'étais assis en face d'un chercheur norvégien. Oh! Et il m'a vraiment donné envie de déménager en Norvège. Ouais. les pays scandinaves. Là-bas, là, quand tu fais des études graduées, tu as un salaire. Genre, et un salaire très, très décent de vie. Ouais. Oh oui. Pour faire ton doctorat, là, comme c'était... Il me disait ses conditions et je trouvais ça incroyable. Scandinave, là, way ahead. Pour wow. vrai, là. Tu sais, ça encourage tellement la recherche. Je pense que tu payes juste des impôts en plus du pays que... Au Québec, tu payes pas des impôts 2, à moins que tu habites là, quelque chose de même. Là, Oh, je sais plus, mais oui. Mais en tout cas, tout est comme vraiment... Ça a l'air fou. Too good to be true, là. Mm-hmm. Mais oui. Ben oui, parce que, tu sais, techniquement, c'est du temps plein, là. Ben, pas toi, parce que mais tu travailles vraiment beaucoup. Mais, tu sais, techniquement, c'est du temps plein, faire un doctorat. Ben oui, absolument. Puis, il avait l'air tellement zen. Tu sais, je trouvais que... Genre, il avait l'air bien. J'étais comme, tu sais, toi, t'as pas d'inquiétude de faut que j'applique à telle bourse, faut que j'aille du financement, faut que j'aille ici, faut que je travaille. Puis, ils avaient des charges de cours impliquées là-dedans. Il y avait un... Tu sais, ils ont tellement des belles conditions, là, comme... Est-ce qu'on peut avoir ça au Québec? En même temps, est-ce qu'il y a dans ces pays-là, là, écoute, on s'éloigne du sujet, là, c'est incroyable. Parenthèse de 2 minutes, top chrono. Tu sais, comme nous, quand on reçoit des bourses, qu'on réussit à en avoir, c'est full beau pour le CV, puis ça témoigne, tu sais, d'une qualité de notre dossier. Est-ce que, tu sais, eux, vu qu'ils n'ont pas ça, ça peut les nuire à l'international? Si tout le monde a ça... Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est en ajustant en conséquence. Parce que nous, on est dans la pression de performer. C'est ce que j'allais dire. Intense, mais eux, s'ils l'ont pas, ben c'est juste si t'as pas de bourse dans ton parcours, c'est peut-être normalisé. Alors que nous, il faut que t'aies genre full de bourse, full de présentations, full d'articles, full de ci. Mais tu sais, si eux, c'est comme... Ben, tu as le droit d'avoir une vie. Ben... Puis ça crée peut-être moins de compétition aussi, ben là. Oui. C'est peut-être tout le monde s'encourage, puis c'est normal, puis c'est peut-être qu'ils se démarquent d'une autre façon, la qualité des écrits ou peu importe. Mais je pense que je serais prête à prendre le risque de moins me démarquer, d'avoir ces conditions-là. Mais y a-tu beaucoup de pression de performance dans ton domaine? De performance, je dirais que c'est vraiment rattaché au fait, puis peut-être que vous allez me dire que c'est la même chose, vous, si tu veux enseigner par la suite. Ouais. Là, vraiment, tu sais, c'est... Moi, Ouais. je suis allée prendre un café, je me souviens, dans ma période de réflexion, ou si je faisais un doctorat, avec une doctorante en droit, et elle m'avait dit, si tu veux enseigner, là, comment tout de suite à rédige, là, faut que tu aies plein de bourses. Puis j'étais comme, OK, mais c'est de la pression, ça. Ouais. À moi, d'avoir commencé sans cet objectif, cette finalité-là de vouloir être prof à l'uni, peut-être nécessairement, ça l'enlève quand même de la pression de performance. OK. Ben nous, oui, si tu vas être prof, mais en général, il y a quand même une bonne pression qui est mise sur les étudiants pour, tu sais, applique sur les bourses, applique pour, genre, présenter à tel congrès, applique, ben, sachant que les subventions sont pas à l'infini non plus, là. Ben, c'est ça. Puis, ouais. Mais voudrais-tu être prof, finalement? Ou... Qu'est-ce que tu dis? Mais tu veux faire quoi après, en fait? À la base, c'était vraiment pas l'objectif. J'ai eu ma première charge de cours l'été dernier. J'ai vraiment adoré.
Mais je sais aussi que devenir prof, ça vient avec... c'est pas quelque chose qui t'est servi sur un plateau d'argent. Là. Non, faut que tu travailles. C'est ça, exactement. Puis ça se peut que ça soit peut-être en Scandinavie et non au Québec, tu sais, qu'il y a un poste. Pourquoi pas? Je réponds pas oui, je réponds pas non au final, mais comme je disais, je trouve que depuis que j'ai commencé mon doc, j'ai vraiment été surprise par le nombre d'opportunités puis de choses qui se présentent à moi. Fait que je le vois un peu comme ça. Je m'enlève la pression en me disant... Si ça se présente, ça se présentera, mais je vais pas me mettre la pression de faut que je publie 8 articles par année parce que sinon, tu sais, non. Ouais. Mais ça fait aussi que ce que tu choisis de faire, ben t'aimes ça et non pas « Oh mon Dieu, j'ai la pression de le faire parce que sinon, je n'ai pas de carrière. » Tu sais, fait que... Ouais, tu le fais pour les bonnes raisons. C'est ça, absolument. exact. Puis au final, c'est sûrement meilleur qu'un article écrit tout croche à pression, selon moi. Clairement. Bon point. Fait qu'on devrait commencer à faire ça, en fait. Au revoir les projets. Apprendre à dire non. C'est ça. Apprendre à dire non. Comment tu fais pour faire ton travail et ton doctorat? As-tu des façons de gérer ton temps, de gérer ton charge de stress? cours l'été. Ouais. Gérer comme... Dors-tu? Ouais, mais t'as-tu des trucs? Comment tu fais? Oui, puis je pense que ça me ramène au fait que j'ai eu 2 ans entre la fin de ma maîtrise et mon doc. Ça a beaucoup contribué à l'étudiante que je suis aujourd'hui au 3e cycle. Je pense pas que j'aurais pu commencer le doc après la maîtrise puis avoir un équilibre de vie. Tu sais, même quand j'ai commencé mon droit, là, c'était étudier constamment. J'avais arrêté le sport. Je mangeais des pâtes en 5 minutes parce qu'il fallait que je me nourrisse, tu sais. Ouais. Versus, aujourd'hui, je suis capable de mener mes études avec un bel équilibre de vie. Puis je dis pas que c'est pour tout le monde, là. Je pense qu'il y a des gens qui, le soir, aiment faire d'autres choses que lire des articles scientifiques. Moi, j'aime vraiment ça. Fait que La faut... petite lecture, on va aller se coucher, là. faut aimer le faire. J'essaie vraiment d'être intransigeante sur le sommeil. De comme, si à un moment donné, je viens à manquer de sommeil, je le sais qu'au final, ça m'aidera pas dans mes études. Puis quelque chose qui j'essaie d'intégrer, là, je le dis, puis ça a l'air bien des belles choses, là, mais c'est pas au quotidien non plus que je vis dans cet équilibre-là. Mais au début, j'ai trouvé ça très difficile de réussir à décrocher de ton projet de doctorat, là, de comme pas penser à ça, puis de... Ça, je trouve pas ça facile. Puis justement, je l'ai dit en blague à mon copain, on est parti en vacances, puis j'ai dit, hey, pendant 2 semaines, là, je nomme pas la loi. J'étais comme, j'en parle pas. Mais de me rappeler, en fait, au quotidien qu'au final, ça va être beaucoup mieux pour ma motivation de prendre un week-end off, puis de revenir le lundi motivé, que d'au final être inefficace pendant 2 jours, puis de culpabiliser parce que j'ai pas avancé. Tellement. Ouais. Fait que ça, j'essaie vraiment. C'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire, là. Des fois, non, je dois dire non à mes amis pour faire quelque chose. Mais outre le sommeil aussi, il y a beaucoup de bouger. Je fais de la course, puis je suis prof de yoga. Puis pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder dans ma vie, là. De pouvoir vraiment faire une pause du cerveau, là, c'est vraiment ce qui m'aide. Puis comment tu fais pour te décrocher? Tu sais, j'aimerais ça avoir une fin de semaine où je pense pas à mon doc, mais c'est difficile. T'as-tu une technique ou genre une routine ou quelque chose pour décrocher? Ou pas vraiment? Ben, je pense que avec la pratique, ça, au fur et à mesure de te donner des moments où tu touches pas à ton doc, de tranquillement plus de switcher à off cette partie de ton cerveau, là, parce que en vrai, on peut toujours y penser. Là. C'est pas parce que tu fais de la raquette dehors que tu penses pas à ton doc. Non, je sais, mais c'est pas. Je m'étais fait dire que des athlètes professionnels, avant de faire un match de football ou de quelque chose d'important, une compétition, ont tout le temps une routine. Genre, ils mangent tout le temps la même chose le soir, puis le matin, ils se réveillent à la même heure, puis ils boivent leur café de la même façon, puis genre, tout le temps la routine, parce que comme ça, ton cerveau associe tout de suite à « OK, ça va être ça, mettons ». Fait que je me demande si ce serait pas possible, genre le vendredi à 5h, tu vas courir. Après ça, tu prends ta douche. Après ça, tu écoutes un épisode de telle émission spécifique juste le vendredi soir. Puis là, ton cerveau comprend que genre... Tu l'hypnoses, en fait. Ouais, mais oui, mais ouais. Je sais pas. D'écrire une routine. C'est pas une routine, mais comme j'ai dit, ça prend des sacrifices, je pense, de réussir à faire tout ça. Puis dans ces sacrifices-là, il y a le temps de qualité que je peux accorder à mes proches. Fait que je pense que j'apprécie d'autant plus mes moments avec mes amis. Ouais, c'est la vrai. semaine passée, j'étais dans un chalet avec mes amis. Ben, j'avais envie d'apprécier d'être avec mes amis toute la fin de semaine. Puis je savais que je vais peut-être pas les revoir avant ce printemps. Fait que ça l'aide de décrocher. C'était comme, je suis 100% avec elle parce que j'ai la chance en fin de semaine d'être avec elle. Puis ça m'aide beaucoup, je pense. Ouais. OK.
Puis, y a-t-il des questions que t'aimes pas ça de faire poser en tant qu'étudiante au doctorat? Tu ris déjà? Ouais. Il y en a plusieurs? Ben, une en particulier, là, mais je pense que peut-être que vous allez vraiment la reconnaître, là, mais c'est moi, tu sais, je viens de commencer, puis les gens me disent « Ah, tu finis quand ton doc? » Et ça, je suis comme, je sais pas, là. Laisse-moi un break. Ouais. Maudit. Ben oui, moi aussi, c'est la question que je me fais tout le temps poser, particulièrement par elle. Ah, mais c'est en blague, là. C'est genre, c'est rendu ridicule. Mais oui, je me fais poser, mais en même temps, moi, ça fait 4 ans. Fait que, tu sais, je comprends, là. Mais à ta première année... Mais je pense pas que c'est rough. méchant. Je pense juste que les gens, ils savent pas nécessairement c'est combien de temps un doc, puis là, ils sont comme... Ouais, ils comprennent pas c'est quoi un doc. T'sais, j'ai quelqu'un récemment qui me dit « Ah, tu finis cette année? » J'étais comme « Mais non. » Non. Fait Bref. que c'est ça, tu sais, les gens demandent beaucoup ça, ou tu vas le faire en combien de temps? Je ne sais pas. Comme si c'était ton choix 100%. Ben, c'est ça. Ouais. J'aimerais ça le faire en 4 ans, mais avec tout ce qui se passe, Mais c'est les pas un embûches, temps les congrès, fixe, là. je veux dire, ça se peut que ce soit 5, ça se peut que ce soit 3,5, non, ce sera pas 3,5. C'est dans le sens, on le sait pas, là. Mhm. Non, c'est ça, mais c'est pas un temps fixe. C'est pas genre un doctorat, c'est 4 ans, temps de session, comme un bac, mettons. Ben, Tu as les cours, fait que À l'université, quand tu t'inscris, ça te dit, OK, doc en chose, 4 ans considéré temps complet. C'est honnêtement, ça. là, il y a Ça, c'est la personne norme, qui a mais fait... il y a Je connais personne qui a fait 4 ans pile poil. Personne. impossible. Genre, la moyenne doit être à 5. Mhm. Je peux pas croire. Quelqu'un qui finit en 4 ans, c'est... Puis c'est de la pression de performance aussi, là, Ben ça, oui, là, mais de c'est se dire, vrai. faut que je finisse Ouais. en... Oui, puis tu sais que le programme soit fait pour 4 ans, puis que personne finisse en 4 ans, tout le monde dépasse, ça met une pression comme indirecte déjà. Mhm. Déjà que tu finisses pas en 4 ans, c'est comme, ben là, j'étais censé le faire en moins de 4 ans. Mm. Non, t'es pas censé Ouais, le faire en moins puis de 4 ans. je veux juste commenter là-dessus. Avant, t'avais un montant, mettons, tu partais avec 3 000. Si tu remettais ta thèse en temps de session, je pense que c'était 12, t'avais 3 000. Après, à 13, t'as 2 500, puis là, ça descendait. Mais là, c'est rendu un fixe. Fait que si tu la donnes pas en 12 sessions, tu perds ton 3 000. Fait que là, ouais, ils l'ont changé. Fait que moi, ce que ça me fait, ben là, ils donnent plus d'argent dans les autres time stones, mettons. Ouais. Fait qu'il était dans... Comme là, j'ai... mon plan de collaboration, c'était 1000. Mon examen de doc que je fais la semaine prochaine, c'est un autre montant, mais ils sont un peu plus hauts. Mais si je veux avoir mon dernier montant de fin, il faut que je dépose ma thèse en dedans de 12 sessions. Mais justement, c'est énormément de pression. Mais en même temps, tu sais, je peux comprendre les deux côtés. Je pense que l'université fait ça pour dire, là, il faut arrêter cette pression de performance puis arrêter que le monde fasse des 5 ans, 5 ans et demi pour avoir plus d'articles. Fait qu'on va dire, non, c'est 4 ans. Ils veulent essayer de changer la pression de performance, je pense, mais qu'au final, ça fait juste en rajouter plus. Ouais. Mais vous aussi, vous avez ça? Oui, ben c'est les bourses de réussite, je pense Ouais, qu'ils c'est ça. appellent. là, C'est un Exactement package, ça, ouais. mais nous, ils l'ont changé, puis je l'avais vu positif. Fait que je trouve ça plate d'apprendre ça parce que avant, là, tu as mentionné 12 sessions, mais avant, c'était d'affilée. Fait que moi, par exemple, je me suis inscrite à l'hiver. J'ai pas fait de session cet été parce que je faisais des lectures chez nous, j'avançais ma revue de littérature. Je considérais pas avoir besoin d'être inscrite à l'université. Ben avant, ça l'aurait quand même compté comme une session. Puis là, maintenant, Puis j'aurais été désavantagée. Puis maintenant, ils ont changé pour session inscrite. Ben, je vais vérifier. Parce que si c'est ça, ça se ouais. pourrait qu'il y ait un été que je fasse comme « Ah, je suis pas inscrite, mais... » Ben c'est Ben, ça. Fait que nous, je l'ai vu ça positif peut quand faire j'ai ta vu bourse, ça. Mais... Non, mais tu sais, je pourrais le faire. Tu sais, je pourrais me trouver un travail temps plein. Ouais, mais c'est que, me semble, tu sais, nous, on a des bourses obligatoires. Ouais, là. c'est ton peut-être ça, prof la est obligé de twist. te payer, Ouais. mais t'es obligé d'être inscrit à temps plein, je Mm. pense. Parce qu'il y a une session, je m'étais pas inscrite. J'avais oublié de m'inscrire. Parce qu'à un moment donné, tu sais, comme j'en ai pas de cours, je fais juste m'inscrire à des crédits de recherche à chaque session. Mais à un moment donné, comme j'oublie parce que c'est juste... En tout cas, j'avais comme oublié. Puis je m'en suis rendu compte que j'avais pas payé ma session d'avant. J'étais comme, oups. Fait que là, je l'aurais écrit. Puis finalement, c'est correct. Là, je l'ai payé. Mais j'avais oublié de m'inscrire. Mais ça faisait que je pouvais pas... Je sais plus que ça changeait, mais je pense que pour les bourses, c'était vraiment important. Puis il faut vraiment que tu sois inscrit à temps plein à chaque session. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a des bourses. Mais c'est sûr, On c'est peut différent. C'est absolument pas le même domaine. Fait que ça se pourrait que tu sais, nos barèmes de bourse de réussite soient différents. Là, mais tu sais, au moins, tu peux te dire « OK, j'ai une charge de cours temps plein l'été où je travaille. » En plus, c'est un emploi. Fait que tu sais, ça te désavantage vraiment pas. Là. Mais ce que j'ai aimé aussi de ces bourses-là, c'est que moi, ça m'a permis d'un peu orienter mon échéancier selon ça parce que Ben oui. je savais pas du tout, moi, t'es censé le Ben, faire c'est quand vrai, ton ouais. premier examen. Fait que sans mettre de pression absolue, ça te donne un peu un objectif. Puis Ouais. si ça marche pas, ça marche pas. Mais j'ai quand même pu un peu faire mon calendrier avec ça puis d'essayer de me donner des objectifs qui marchent avec ça. On commence à être dans notre temps, donc on va finaliser un peu avec les dernières questions. C'est déjà presque fini. Ouais. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même en début de parcours,
Qu'est-ce que tu dirais? Je suis quand même en début de parcours, mais quelque chose qui m'a vraiment aidé à relativiser, là, c'est de regarder mon doc session par session ou étape par étape, si je peux dire, parce que des fois, quand je pense à mettons, soutenir ma thèse, là, ouf, ça devient étourdissant. Puis c'est dans tellement longtemps, tu sais, mais de vraiment voir le portrait plus proche, puis ce que j'ai à faire maintenant, que d'imaginer, j'ai une thèse de 500 pages à écrire, ça peut être étourdissant. Je dirais que c'est ça, là, c'est vraiment de focusser sur le moment présent puis sur les prochaines étapes à accomplir, puis non peut-être sur le portrait global qui, oui, l'objectif final est d'obtenir un doctorat, mais ça se fera en temps et lieu. Puis j'ai une petite question. Est-ce que ta thèse, tu commences à l'écrire dès le début ou tu l'écris comme à la fin, la dernière... Tu sais, nous, c'est par des articles. On a comme tant d'articles scientifiques, puis ça fait nos chapitres de résultats, si on veut. Puis honnêtement, on écrit la thèse... Ben là, on nous dit de commencer au début, mais on s'attend. C'est pas mal à la dernière session qu'on écrit comme l'intro, qu'on met nos articles, qu'on écrit la conclusion. Puis en droit, est-ce que tu commences dès le début à l'écrire? Bien, c'est sûr que les 2 examens vont orienter ta thèse. Fait que si tu commences à l'écrire, ça se peut que ça soit jeté, ce que tu as écrit. Ouais. Mais, par exemple, mon cours de métaux, c'était un peu mon introduction de ma thèse parce que c'est là où tu viens voir ta méthodologie, ta problématique et tout ça. Donc, j'ai quand même déjà une bonne base. Puis, justement, mon projet de recherche, là, je suis en train d'écrire un article. Bien, mon article, ça va être le cadre conceptuel de ma thèse. Fait que ça vient contribuer. Mais je pense que la rédaction, vraiment, tu sais, où je me dépose en rédaction, ça va être plus à partir de l'hiver prochain. OK, mais déjà, c'est quand même au début de ton parcours, quand même. Bien, pas l'hiver, là, lui d'après. OK, bien après 2 ans, tu commences à écrire. Quand même. Bien, en fait, nous aussi, ça devrait être ça. T'sais, tu commences à écrire quand... On est censé écrire des papiers régulièrement. T'sais. Mais c'est vrai que nos articles, ça fait partie de notre thèse. Fait que je ne vois pas de même, mais techniquement, j'ai une partie de ma thèse. Mais oui, tu as déjà ton chapitre 1. Parce que c'est un article. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, de le mettre ensemble et d'écrire vraiment l'intro, c'est plus... Ben, il faut... Ben, nous, vu que c'est par article, ben, il faut que tu aies quand même pas mal tous tes articles parce que sinon, tu fais une intro sur des choses qui te manquent, là. Fait qu'au final, ça revient à ce que tu disais. C'est pas bon, puis là, il faut comme... Puis en droit, c'est-tu des thèses par article aussi, ou tu choisis? C'est très rare. Très, très, très rare. Ouais. OK. Fait que, mettons, l'article que tu écris avec tes directrices, tu pourrais pas l'insérer dans ta thèse? Non, mais comme je disais, ça va inspirer un peu comment je rédige ma thèse. OK, ouais. Ça va contribuer, là, définitivement, à la réflexion. OK. Fait que c'est pas perdu. Non, pas du tout. Puis moi, je dirais avec la dernière question... Si les auditeurs sont vraiment intéressés par le droit, par la sécurité alimentaire, etc., est-ce que tu aurais comme des ressources à conseiller, des livres ou des séries? Web. N'importe quoi. C'est ma question préférée. Ah ouais? Mais je l'ai dit, je suis une grande lectrice. Hein, j'adore les livres. Je vais répondre en 3 volets à la question. C'est bien correct. Je dirais comme premier volet, il y a l'Institut Tchakapesh, qui est un institut autochtone, qui a produit un document qui s'appelle « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». C'est disponible en ligne. Puis, mon rêve, ça serait que ce document, cette ressource, soit obligatoire dans toutes les écoles. Je pense que d'aller en apprendre sur les peuples autochtones, on n'en connaît pas assez, on en entend de plus en plus parler, mais ça serait ma recommandation numéro 1. Puis, j'ai parlé de la Déclaration des Nations unies, qui est la base un peu de la loi que moi j'étudie. Il y a une autre organisation autochtone qui s'appelle Mikana, qui a créé une version simplifiée en ligne. Fait que si les gens veulent un peu comprendre ça touche à quoi, la déclaration, bien ça peut être un outil super chouette à aller voir en ligne. Deuxième volet de ma réponse. Un volet un peu plus académique, bien, je l'ai mentionné, je travaille pour une chaire de recherche. Fait que d'aller fouiller sur le site de la chaire, il y a plein de travaux super intéressants qui se font. Puis moi, cet automne, j'ai suivi une formation de l'Institut nordique du Québec en ligne qui s'appelle Histoire, culture et réalité contemporaine inuit. Okay. C'est une formation en ligne de 12 heures, fait que c'est quand même très accessible en temps. J'ai trouvé ça super intéressant pour connaître un peu plus justement les réalités des peuples inuits. Et finalement, je vais terminer par des livres parce que, comme je disais, j'aime beaucoup lire. Il y en a 2 particulièrement que je recommanderais. Il y a Le droit au froid, qui a été écrit par une militante inuite, Sheila Watt-Cloutier. Ça, c'est vraiment... ça englobe plein de choses dont on a parlé aujourd'hui, mais de manière super accessible. C'est pas romancé non plus, mais c'est accessible à n'importe qui n'est pas juriste. Pour exactement. Monsieur, madame, tout le monde, là, c'est ça. Puis le dernier livre, c'est... je suis une grande fan de Michel Jean.
Oui. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Chimique, son tout dernier. Puis il parle beaucoup des chiens. Ça m'a fait beaucoup de la peine, mais il est excellent. Ouais. Ces livres sont incroyables. Ouais, donc je recommande beaucoup son dernier. C'est bon, on va tout mettre ça, c'est sûr, dans nos réseaux pour que les gens aillent s'informer. Puis pour vrai, merci beaucoup d'être là, d'avoir été là aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci à Vraiment. vous. J'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire à la fin. Non. Qu'on n'a pas parlé, puis tu voulais en parler d'un sujet précis. Ben non, là, je viens de vous faire une belle conclusion. Ouais. Bon. Je vais laisser les gens aller fouiller là-dedans. C'est bon. Ben merci beaucoup. Puis pour nous, en fait, ben, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Bientôt. Ça va repartir tranquillement. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée. Tout peu importe, une bonne journée. Puis on se revoit bientôt. Allez. Au revoir.